Salut, c'est Eskid. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Apprendre le japonais avec Animal Crossing. Au programme aujourd'hui, on va voir Kedo qui se place en fin de phrase qui est un petit peu bizarre. On va voir Teshimae, je suis pas du tout en train de le dire dans le bon ordre mais c'est pas grave. Et surtout, on va voir le truc le plus important qui était dans la miniature YouTube du coup. C'est les déterminantes. On appelle ça aussi des subordonnés, moi j'avais appris ça comme étant des subordonnés. Je crois que c'est un peu plus moderne de dire déterminante. Je vais vous expliquer comment ça marche avec des exemples d'Animal Crossing parce que là du coup il y a eu un épisode où par hasard on en a croisé plusieurs d'affilée. Ça vous permettra de mettre en application ce que vous savez sur les déterminantes avec des situations un peu plus concrètes que votre cours de japonais. Comme l'autre fois du coup j'ai créé un paquet Anki qui est disponible dans la description donc c'est pas la peine de noter tout le vocabulaire au fur et à mesure de la vidéo puisque je l'ai déjà fait pour vous. Si jamais vous voulez des épisodes en avance ou aussi quelques épisodes exclusifs, c'est prévu, eh bien vous pouvez devenir membre de la chaîne. Ça me soutiendra énormément, ça sera énormément apprécié. C'est parti pour Animal Crossing. Hop là, c'est reparti. Donc c'est la suite de la vidéo de la dernière fois. On va voir un petit peu ce que j'arrive à trouver dans le village. On va essayer de rendre visite à quelqu'un, mais... Yume no naka e odekakechu okiteru toki ni mata oide. Et c'est signé Mahachi. Alors qu'est-ce que ça dit? Yume no naka, yume c'est un rêve, naka c'est à l'intérieur, donc dans un rêve. Odekakechu. Ça c'est un point de grammaire qui est assez facile à apprendre malgré le fait qu'il est au programme du JAPTN 3. Parce que du coup donc naka ça veut dire dans, tu ça veut aussi dire dans. Il n'y a pas de différence de sens. Dans quoi? Bah dans le truc qui est juste avant là. Odekake ça vient du verbe dekakeru qui veut dire sortir faire un tour, aller se balader, aller faire des choses dehors. Donc on est dans l'action de être parti faire un tour à l'intérieur d'un rêve. Je suis actuellement dans le monde des rêves, c'est une possibilité de traduction un peu plus jolie. Et ensuite, okiteru. Mais Paillette, est-ce que je peux parler s'il te plaît? C'est mon chat qui vous dit bonjour. Ensuite, on a okiteru toki ni mata oide. Donc okiteru toki, là il y a de la grammaire qui est sympa. Parce que on a un nom, ici, toki c'est un nom, je vais mettre les noms en vert. Et en rose, on a un verbe qui est à la forme neutre. Ça, c'est une structure qu'on retrouve énormément dans le japonais. Il y a des gens qui appellent ça des subordonnés, il y a des gens qui appellent ça des déterminantes. Moi, j'ai tendance à utiliser l'un ou l'autre mot assez interchangeablement. On va parler déterminantes pour que ce soit plus clair. La position déterminante, c'est quand c'est collé avant le nom. Alors qu'est-ce qu'on peut coller avant un nom? On peut coller par exemple un adjectif comme kawaii neko. Kawaii, il est placé devant neko, il est collé à neko. Si on dit midori no kuruma, midori est collé à kuruma. La particule no, elle est là parce que midori c'est un adjectif en no, ok? Je viens de vous donner deux exemples avec des adjectifs, mais c'est quelque chose qu'on a le droit de faire en fait avec des bouts de phrases entiers. On a le droit de mettre des verbes, on a même le droit de mettre le sujet du verbe en question, le COD du verbe en question, le complément de temps, le complément de lieu, tout ça. Le plus important, c'est que l'ordre soit respecté. On a ce qui est en position déterminante d'abord, et ensuite directement après, on a le nom que ça détermine, c'est-à-dire que ça qualifie, que ça précise. Toki, ça veut dire le temps, globalement, mais ça veut aussi dire le moment, le point dans le temps. Donc on parle d'un point dans le temps, mais on parle pas de n'importe quel point dans le temps. Ce qui nous donne la précision sur quel point dans le temps on parle, c'est ce qu'il y a avant. C'est pour ça que ça détermine. Déterminer et qualifier et préciser, tout ça c'est des synonymes. Et donc, le moment dont on parle, c'est celui où je serai réveillé. Okiru, ça veut dire se lever, se réveiller. Okiteru, du coup, c'est en forme teiru. On a un peu mangé le i là, donc il apparaît pas. C'est déformé à l'oral comme ça. Donc, le moment où je serai en train d'être réveillé, ok? Et en dernier, ça finit avec mata oide, qui est une expression toute faite pour dire revenez encore une fois. Si on met tout ensemble, ça fait je suis actuellement dans le monde des rêves, revenez une fois que je serai réveillé. On va aller voir s'il n'y a pas un autre endroit où on peut trouver des choses intéressantes. Ah, il y a un habitant. C'est un de mes préfs. Il me fait trop rigoler. Donc Beado, il s'appelle. Kimi wa Julia-kun janai ka? Hittai doko e itte tandai? Ohon. Ohon. On dirait le Père Noël. Ok, alors, en premier, on a Kimiwa. Kimi, c'est une façon de dire toi, tu, c'est un peu le frangin de Anata. C'est un truc qu'on trouve beaucoup dans les fictions, qu'on trouve pas trop en fait dans la vraie vie. Si vous pouvez éviter de dire Anata, Kimi, Omae, tout ça, tous ces mots-là, essayez de pas les utiliser. Il y a toujours des formules un petit peu détournées qu'on peut utiliser pour ne jamais avoir besoin de dire le mot tu. Je vous recommande vivement de les utiliser parce que c'est facile de faire une boulette avec. Si jamais on l'utilise avec des gens avec qui on est censé pas les utiliser, on peut vraiment faire une boulette diplomatique assez conséquente. C'est bien à comprendre, mais essayez de pas le réutiliser.
Ensuite, Julia-kun janaika. Alors là, c'est intéressant parce que vous savez que c'est mon prénom, Julia. Il a mis kun derrière. Kun, quand on apprend de base vraiment les trucs les plus débutants du japonais, on apprend que kun, c'est plutôt mis derrière les noms de garçons. C'est vrai. En général, du coup, derrière mon nom, on va mettre Julia-san, ou Julia-chan, ou Julia-sensei, quand c'est mes élèves qui me parlent. Mais on va pas trop mettre Julia-kun en théorie dans la vraie vie. Sauf que ça, c'est quand on suit vraiment bien les règles et aussi que, par exemple, on n'a pas déjà donné un surnom à la personne, donc vous verrez des filles qui ont kun après leur nom donné par leurs amis, vous verrez des chan qui sont mis derrière des noms de garçons aussi par leurs amis. Tout ce que vous avez appris en étant débutant sur les suffixes honorifiques comme ça, qu'on met après les noms, sachez que vous verrez toujours des contre-exemples. Et là, ça en est un beau. Quand on est prof et qu'on choisit d'enseigner ça comme ça, c'est pour que les gens se trompent pas de suffixes honorifiques et fassent pas un truc méga bizarre en étant débutant. Mais à force, on commence à voir un petit peu plein d'utilisations super variées et donc on se rend compte que c'est pas des règles, c'est juste des petits conseils d'utilisation. Et ensuite, il dit janaika, qui est donc du négatif. Eh mais c'est pas Julia ça! Eh mais t'es pas Julia, du coup si on remet le Kimi, tu serais pas Julia? Essayez de mettre du négatif dans votre traduction, comme ça vous rendez un petit peu le style. Les questions négatives en japonais, elles ont le gros avantage d'avoir un peu les mêmes sous-entendus que les questions négatives en français. En fait, on est en train d'affirmer quelque chose, mais de manière un peu détournée. Ittai, doko e ittetandai. Alors là-dedans, il y a un mot qui est vachement sympa, c'est ittai. Il est dur à traduire. Il est dur à traduire. Vous savez l'expression, on aime bien l'utiliser en français aussi, c'est l'expression what the fuck. C'est pas poli du tout. Faut imaginer que ittai, c'est la partie the fuck là-dedans. La version plus polie de cette expression, c'est what the heck en anglais, et du coup ce serait the heck. En français, il faut regarder en fait le reste de la phrase et voir comment est-ce qu'on peut exprimer de la surprise, parce que c'est ça que ittai exprime. On a dû regarder 2 fois pour être sûr qu'on s'était pas trompé. Doko e ittetandai. Alors là-dedans, il y a dai là, qui peut un petit peu vous interpeller. C'est un peu comme la particule ka qui finit les questions, comme on a juste au-dessus là. C'est juste que ça rend la question un peu plus gentille. C'est assez gentil comme façon de parler. Vous verrez beaucoup de persos masculins plus âgés que leurs interlocuteurs qui utilisent ça. Ça arrive assez souvent. Donc c'est une question doko e itteta ou doko. Itteta, du coup, c'est iku en forme en teiru au passé, qui, comme tout à l'heure, le i de la forme en teiru a sauté. Il saute tout le temps à l'oral. Les dialogues d'Animal Crossing, c'est compté comme de l'oral. Tu étais allé où? Tu étais passé où? Et du coup, pour essayer de traduire itta, il faut qu'on insiste sur la surprise. Mais où étais-tu passé? Et par exemple, une bonne traduction de ça. Commencer sa question par mais blablabla avec de la surprise comme ça à la fin. Ça peut être l'une des meilleures traductions possibles de ittai. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais où t'étais passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce genre de style là, ça peut rendre ittai. Mais il y a pas... Ittai veut pas dire mais. Ittai, il exprime les sentiments derrière les questions comme mais t'étais passé où? C'est un casse-tête de traduction à chaque fois qu'il apparaît. Et donc, au hon, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, il y a toujours dans les dialogues d'Animal Crossing des petits tics de langage comme ça, donc on va l'ignorer parce que là c'est juste une petite onomatopée qu'il utilise à la fin de ses dialogues. Alors ensuite, Kimi ga komorebi o shitete yume no kuni e ichchattan toka henna uwasa ga tattari shita kedo. Il est en train de dire un truc méga bizarre. Kimi ga komorebi o shitete. Alors komorebi, vous pouvez le voir qu'il est en rose, c'est le nom de l'île. Shitete, du coup ça vient du verbe sutteru qui veut dire jeter. Jeter à la poubelle, hein. Donc il est en train de dire, toi t'avais jeté l'île à la poubelle. Yume no kuni e ichatta. Alors là-dedans, Yume no kuni, on a encore Yume, le hasard a fait bien les choses pour cet épisode. Yume, donc c'est le rêve, kuni c'est le pays, on a encore la particule e là pour dire la direction. Ichatta, c'est la contraction de teshimaru. Donc ichatta, c'est la construction de iteshimata, qui est la forme en T de iku, et le verbe shimaru. Il peut y avoir 2 sens à cette construction en teshimaru. Soit ça veut dire faire quelque chose sans faire exprès, que c'est un peu un accident, que oups mince, qu'on regrette de l'avoir fait. Mais ici, c'est pas ça parce que il dit qu'on va dans le pays des rêves. Oups mince, ça n'a pas vraiment de sens, cette utilisation-là de teshimaru. Donc c'est la deuxième, qui est faire quelque chose complètement, faire quelque chose à fond, faire quelque chose avec toute notre énergie. Avec le verbe iku, du coup, on peut voir que les formulations sont pas très jolies en français, hein, mais c'est très souvent utilisé avec iku pour dire se barrer, se casser, partir définitivement, se tailler. On a plein d'expressions comme ça en français qui sont très pratiques. Et donc, il est en train de dire, tu t'étais barré dans le pays des rêves en jetant l'île à la poubelle. En laissant tomber l'île. Henna uasa ga tattari shita kedo. Alors si vous connaissez pas tattari shiru, on peut deviner en fait avec le début de la phrase. Henna uasa,
hen ça veut dire bizarre. Et uasa c'est une rumeur, donc on peut se douter. Tatali suru, c'est probablement circuler. Une rumeur bizarre circulait, et la rumeur bizarre, bah, c'est ce qu'il y avait au-dessus. C'est un peu comme tout à l'heure, placé en tant que position déterminante, où il y a ça qui détermine henna uasa. La rumeur bizarre, c'est tout ce qu'il y a avant. Cette structure-là d'ordre d'information dans la phrase en japonais, une fois qu'on commence à la repérer, on la voit partout, ce qui est du coup très pratique au final, parce que il suffit juste de s'entraîner à réfléchir dans cet ordre-là qui n'est pas du tout instinctif en français, parce qu'on va dire la rumeur qui dit que t'avais jeté l'île et que t'étais parti à l'autre bout du monde. On peut voir qu'on a commencé par la rumeur en français. Donc on a la rumeur en premier en français, et puis bah, les détails de cette rumeur-là en question juste après. Alors qu'en japonais, du coup, c'est le sens inverse. On met d'abord les détails et ensuite on dit de quoi on parle. Donc finalement, si on coupe quelqu'un dans sa phrase ou si la personne n'a pas le temps de finir ou un truc comme ça, on va pas comprendre de quoi elle parle, puisque les informations les plus importantes pour tout comprendre, elles seront à la fin. Si jamais on cache tout ça, ben on sait pas du tout de quoi il parle. Et donc pour devenir bon en japonais, ce qu'il faut c'est réussir à faire que son cerveau arrive à réfléchir dans cet ordre-là. Ce qui est bien c'est que, ce que j'ai vu c'est que ça fonctionne par déclic et qu'une fois qu'on a le déclic de réfléchir dans cet ordre-là, on y arrive pour de bon pour tout le reste de notre vie. Donc si jamais vous avez pas encore eu le déclic de savoir dans quel ordre réfléchir aux informations pour faire votre phrase dans le bon sens quand c'est des phrases complexes comme ça, vous inquiétez pas, faut pas perdre patience, ça va finir par arriver. En dernier, il y a un petit truc que j'ai envie de mentionner, c'est le kedo là. On dit kedo en général pour dire mais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la fin de la phrase. Alors comment ça se fait qu'on a un kedo ici qui termine une phrase, on finirait jamais une phrase par mais, on commencerait une phrase par mais en français mais on la finirait jamais par mais. C'est parce qu'il y a un deuxième usage, pour ga et pour kedo, hein, tous les deux qui veulent dire mais, ça peut être aussi utilisé pour, en quelque sorte, remplir de l'air. C'est-à-dire que vous allez pas du tout le traduire en français, mais en fait, c'est parce que ça donne le contexte à la suite de la conversation. Imaginez si vous avez besoin d'établir un thème de conversation, sauf que pour établir ce thème-là, il vous faut une longue phrase au lieu de juste avoir un mot. Par exemple, on imagine là, s'il y avait un wa ici sur kimi, kimi, ce serait le thème de la phrase. S'il y avait un wa ici sur yume no kuni, le thème de la phrase, ce serait yume no kuni. On peut faire avec un seul mot, kimi wa, avec plusieurs mots, yume no kuni wa, mais si jamais on a besoin de toute une phrase pour dire le thème de la conversation en fait qui va suivre après, il me faut une phrase entière pour l'établir, et bah c'est là où on va utiliser ga ou kedo en fin de phrase. De manière générale, ce que je recommande à tout le monde, c'est si jamais vous tombez sur un ga ou un kedo et que ça ne se traduit pas très facilement par mais, dans ces cas-là, c'est que c'est l'usage dont je viens de vous parler là, pour établir le thème de la conversation, et donc vous pouvez juste l'ignorer en français parce qu'on n'a pas du tout d'équivalent. J'aime trop quand ils font ces petites animations. Boku wa kitto mata modotte kuru to shinjite ita yo. Okaeri, Julia-kun. Ça fait bizarre, à chaque fois j'hésite sur mon prénom, vous savez pourquoi? C'est parce que dans ma première partie, je m'appelle Julia dedans. Et là, je m'appelle Julia tout court. Et du coup, à chaque fois, je bug. Je sais pas lire mon vrai nom. Alors, boku wa kitto mata modotte kuru to shinjite ita yo. Ici, il devrait y avoir un point. Donc, boku wa, moi, kitto mata. Kitto, alors, si on traduit mot à mot, ça peut vouloir dire clairement, sûrement, certainement. Il y a cette idée de clarté, on est assez certain de la chose. Mata, ça veut dire encore une fois. C'est ça la différence entre mada et mata. Mada, c'est encore dans le sens de, bah, c'est pas encore fini. Du genre, mais tu fais encore tes devoirs, mais il est 23h, t'as toujours pas fini. Et puis, mata, c'est encore une fois. Du genre, mais tu petit-déj encore, je croyais. T'avais déjà petit-déj tout à l'heure. C'est ton deuxième petit-déj. On imagine on est à Hobbit. Ok, cette énergie-là. On compte le nombre de fois. Si vous pouvez compter le nombre de fois, il faut utiliser mata. Si vous pouvez pas compter le nombre de fois parce qu'on parle d'une durée de temps, dans ces cas-là, il faut utiliser mada. Modote kuru. Alors, c'est modoru et puis kuru. Kuru, ça veut dire venir. Hein, c'est le verbe, on l'aime bien, c'est le verbe irrégulier, là. Et modoru, du coup, ça veut dire revenir en arrière. To shinjite ita. Shinjiru, du coup, c'est croire. Shinjite ita, là, ils ont laissé le i de teiru. Il était en train de croire, notamment, il croyait. Il croyait quoi? Ici, il y a le taux de citation. Que j'allais revenir encore une fois. Et il était assez certain. Okaeri, c'est l'expression qu'on dit quand les gens reviennent à la maison. Toi, t'es censé répondre Tadaima, Julia-kun, du coup. Donc, bon retour, par exemple, Julia. J'ai décidé de lui reparler parce que il me disait un peu la même chose que le personnage la semaine dernière. Alors, en deuxième dialogue. Nandaka munasawagi ga shite, konna hayaku ni me ga sameta no sa, so shitara, kimi ni aeta yo. Alors là-dedans, nandaka, on va un peu l'ignorer pour la traduction. Vous avez beaucoup de mots comme ça qui commencent par nanka, nandaka, tout ça. En début de phrase, en japonais, en général, c'est un peu dur à traduire en français. Vous vous en sortirez pas trop mal si la plupart du temps vous les ignorez, vous allez voir. Munasawagi ga suru. Munasawagi,
c'est une prémonition. Konna hayaku ni, donc hayaku ça veut dire tôt, et konna hayaku ni en entier ça veut dire si tôt, plus tôt, tôt comme c'est maintenant là tout de suite. Parce que je crois que l'horloge de ma Twitch était réglée à genre 6h du matin, un truc comme ça. Mega sameta, donc c'est l'expression pour dire se réveiller, se lever. Soshitara, si je fais ça, kimi ni aeta yo, et là on a du coup kimi encore une fois, toi, aeru, du coup c'est le verbe au qui veut dire rencontrer quelqu'un, mais pas forcément pour la première fois, ça peut être voir quelqu'un simplement, qui est à la forme potentielle. La forme potentielle, c'est comme dire au koto ga dekiru. Pour ceux qui sont N5, vous avez vu cette forme-là. Donc c'est pouvoir te voir, pouvoir te rencontrer. Ok, il est en train de dire, ah j'avais une prémonition que si je me levais aussitôt que ça, j'allais être capable de te voir. Ensuite, nemureru beado o yobi samashita no wa kimi nano kamoshirenai ne. Ohon. Encore une fois le ohon là. Nemureru beado. Nemureru comme ça c'est encore une fois une histoire de position déterminante. Ça tombe trop bien là dans la vidéo, ils en donnent plein. Donc beado c'est son prénom à lui. Donc c'est pas n'importe quel beado, c'est pas n'importe quelle version de lui, c'est celui qui a été endormi. Yobi samashita no wa. Alors ce no c'est le nom de nominalisation, donc faut le voir un petit peu comme de l'infinitif. Du coup, faut quand même le mettre au passé, donc avoir réveillé le beado qui était endormi. Kimi nano kamoshirenai ne. Il est en train de dire c'est peut-être toi qui a réveillé. C'est peut-être toi la cause en fait. C'est un peu sous-entendu que c'est toi la cause d'avoir réveillé le beado qui était endormi. Ok, je me fais accuser comme ça. Génial. Trop bien. On va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue, j'ai pas envie d'en faire des énormes à chaque fois parce que mon but c'est que vous appreniez les petits morceaux d'informations. Donc je vous laisse le temps d'assimiler un petit peu tout ça entre les vidéos. Si vous voulez avoir ces vidéos d'immersion guidée en avance et aussi des vidéos exclusives, c'est prévu que j'en poste là, vous pouvez devenir membre de la chaîne. N'hésitez pas à regarder dans la description comment faire. C'est grâce à votre soutien que je peux publier toutes ces vidéos. Donc si jamais vous voulez me filer un coup de main, ce sera énormément apprécié. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve dans la prochaine.